aujourd'hui pour vous faire la vidéo update lecture de janvier. Je vais donc vous présenter les 6 romans que j'ai lus ce mois-ci, 5 qui faisaient partie de ma palle et un roman en audio. Je suis plutôt contente de moi, c'est un score qui correspond à ce que je lisais ces derniers mois. Comme je vous disais, je ne me mets pas trop la pression, donc avoir réussi à lire 6 romans, pour moi, c'est très bien. Avant de commencer, je voulais vous remercier d'avoir regardé ma dernière vidéo, la vidéo où je reviens. Comme je vous disais, quand on part pendant très longtemps, en général, YouTube nous le fait un peu payer et j'avais peur qu'elle se retrouve vraiment au fin fond de l'application, mais ça n'a pas été le cas. Pour d'autres personnes, bien sûr, ce sera un petit chiffre, un petit nombre de vues, mais pour moi, c'était vraiment super, donc ça m'a fait très plaisir. Merci encore. On va commencer tout de suite. Donc, j'ai lu 5 romans de ma palle en janvier, comme je vous disais. Ma palle commençait à 94 livres, mais j'en ai reçu 5 aussi. Donc, en fait, ma palle n'a pas bougé. Ceci dit, les 5 livres que j'ai reçus, c'était des livres qui venaient de Box Livresque que j'avais acquéris ou auxquels j'avais souscrit il y a un certain moment, c'est-à-dire même depuis l'été, je crois. Donc, je ne pouvais pas annuler ces box tant que je n'avais pas tout reçu. En tout cas, j'avais déjà annulé mes abonnements, mais je devais finir de recevoir ce pourquoi j'avais payé. Maintenant, c'est chose faite. Je ne recevrai plus rien de ce côté-là. Et je vous avoue que je suis assez contente parce que du coup, j'arrête pas de me rajouter des livres en VO de fantasy qui se ressemblent tous. Et ça faisait beaucoup d'ajouts dans ma palle. Donc maintenant, je sais que ça va pouvoir être un peu plus tranquille et j'espère vraiment la diminuer. On va commencer tout de suite. Le premier livre que j'ai lu en janvier, c'est Mrs. Palfrey at the Claremont de Elizabeth Taylor, pas l'actrice mais l'autrice anglaise. Alors je ne sais pas si c'était vraiment un classique, mais en tout cas elle a écrit quelques romans assez connus à son époque. Et dans celui-ci, on va suivre Mrs. Palfrey, qui est une vieille dame veuve qui va se retrouver à aller vivre au Claremont Hotel. Le Claremont Hotel, c'est un hôtel dans lequel il y a des gens de passage, mais il y a aussi tout un groupe de personnes âgées qui vivent là, qui sont seules. Et en gros, c'est un peu la transition avant la perte d'autonomie qui va les mener en maison de retraite et ensuite à leur mort. Donc dit comme ça, c'est assez pessimiste. Et c'est vrai que le roman l'est. Clairement, on comprend que ces personnes-là, elles savent que voilà, la majorité de leur vie est derrière elles, la majorité des joies et des plaisirs qu'elles ont pu avoir est derrière elles aussi. Et là, le but, c'est en fait combien de temps elles vont tenir, combien de temps elles vont réussir à rester autonomes avant de devoir se diriger vraiment vers la fin de vie proprement dite. Et Mrs. Palfrey, c'est une vieille dame qui est encore assez active, assez alerte, en tout cas au niveau mental. Sa fille vit en Écosse, elle a un petit-fils qui vit à Londres également et elle se réjouit quand même de pouvoir continuer à avoir des contacts avec lui. Malheureusement, il ne va jamais venir la voir. En fait, elle lui écrit, elle l'invite à venir dans cet hôtel et il ne vient pas. Et c'est vraiment un roman qui met en valeur la solitude des personnes âgées de manière très triste, presque tragique. En tout cas, ça serre le cœur, puisqu'on se rend compte que ces personnes, elles sont globalement abandonnées. Elles voient leur famille, mais plus si souvent. Et souvent, pour la famille, c'est un peu la corvée du mois de venir rendre visite à la personne âgée, de lui faire un petit tour en voiture ou de l'amener au restaurant. Et après, ils se disent « Ouf, j'ai fait ma bonne action pour le mois, maintenant je suis tranquille ». Et ces personnes, comme elles n'ont rien dans leur vie, elles s'ennuient et toute leur journée consiste à étirer le temps, à trouver quelque chose qui va les occuper suffisamment jusqu'à ce que vienne l'heure du dîner, puis jusqu'à ce que vienne l'heure du coucher pour que au moment où elles aillent au lit, elles se disent bon une journée de plus de passer, sauf que le lendemain, tout recommence. Donc c'est vraiment cet ennui, cette longueur, cet étirement du temps que nous présente ici Elizabeth Taylor, et j'ai trouvé que c'était très bien retranscrit. C'est des personnes qui ont vraiment soif de relations sociales, qui ont encore envie de pouvoir avoir des contacts, de pouvoir échanger avec d'autres personnes, mais qui sont finalement un peu délaissées par la société. Et moi, ça m'a fait pas mal réfléchir au fait que parfois, par exemple, vous savez, vous êtes à la queue à la pharmacie ou au supermarché et la personne au comptoir,
C'est une personne âgée et elle parle, elle parle, elle parle. Et vous, vous êtes vraiment pressé, vous commencez à montrer des signes d'agacement. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, pour ces personnes âgées, des fois, ces petits moments avec la caissière du supermarché ou la caissière de la pharmacie, ben, ça représente leur seul moment d'interaction sociale de la journée, peut-être même de la semaine. Et pour nous, c'est quelque chose d'insignifiant, mais pour elles, ben, peut-être que ça leur amène un peu de chaleur, un peu de motivation. Et je me suis dit que je serais peut-être un peu plus tolérante la prochaine fois. Quand je serai dans une queue et que je présente des signes d'impatience où je me dis ah ben mince, je relativiserai parce qu'en fait je ne suis pas à 5 minutes près. Et si ça peut faire plaisir à cette personne d'échanger, d'avoir du contact humain, et ben je peux totalement prendre sur moi, puisque peut-être qu'un jour ben, je serai à cette place-là et ça me fera plaisir qu'on me laisse le temps de m'exprimer. Donc c'est vraiment un roman qui est assez triste, il n'y a pas vraiment de luminosité dans ce roman. Le personnage principal, Mrs. Palfrey, comme son petit-fils ne vient pas, elle va rencontrer par tout un concours de circonstances un autre jeune homme, Ludo, qui est écrivain à ses heures perdues. Et il va y avoir une petite relation de complicité un peu familiale qui va se créer, un peu une relation grand-mère-petit-fils, où en fait elle va un peu compenser l'amour qu'elle aurait donné à son petit-fils, les attentions qu'elle lui aurait données, elle va les reporter un peu sur ce jeune homme, mais lui, il a aussi sa vie, ses propres soucis, sa propre famille, et je trouve que c'est très bien retranscrit, que même s'il l'apprécie beaucoup, il ne peut pas être disponible pour elle, et même si ça va lui apporter un peu de bonheur, ça reste quand même pas grand-chose dans sa vie, somme toute, assez triste et assez monotone. Donc c'était un bon roman que j'ai pas noté super bien sur Babelio. Je vais voir quel système, avec mon système de notation, quelle note je lui mettrai exactement parce que je ne l'ai pas encore fait. Mais la raison pour laquelle je ne l'ai pas super bien noté, c'est parce que niveau émotion, ben, je trouve que c'est un roman qui m'a rendu plutôt triste, qui m'a rendu très mélancolique. Et c'était pas le genre d'émotion dont j'avais besoin en début d'année. J'avais plutôt envie de quelque chose qui allait me booster, qui allait être motivant. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre en commençant ça. Je l'avais pris parce que voilà, je voulais lire un peu en anglais pour vider ma Palvéo et je voulais un livre assez court. Et en fait, finalement, j'ai mis 15 jours à le lire alors qu'il fait moins de 200 pages. Et c'est entre autres dû au fait que voilà, je trouvais le roman très très triste. J'avais beaucoup d'empathie pour ces personnages et c'était quand même dur à lire par moments. Mais ça reste un bon roman parce que pour une fois, on n'a pas des personnes âgées qui sont là juste en tant que personnage secondaire ou sidekick de la jeune héroïne. On a vraiment des personnages âgés qui vont être sur le devant de la scène et on leur donne la lumière et la parole pour une fois. Ensuite, j'ai lu Le vol des libellules de Leila Mitchell, publié aux éditions Charleston. Leila Mitchell, j'avais déjà lu La plantation de cette autrice que j'avais bien aimée, mais j'avais trouvé qu'il y avait quand même beaucoup trop de longueur et que c'était quand même un peu plat dans l'ensemble. Ici, on est sur un roman complètement différent, ça reste un roman historique, mais ce n'est pas un roman familial. Ça commence en 1942 où un homme qui dirige un service secret américain va décider d'envoyer 5 jeunes Américains à Paris pour infiltrer des hauts dignitaires nazis et récolter des informations qui pourront être très importantes pour les Alliés. Et ces 5 personnes qu'il va recruter, ces 5 personnes qui ne sont pas du tout formées pour ça à la base, mais qui ont la particularité d'être célibataires. Donc s'il leur arrive quelque chose, ce sera un peu moins grave. C'est vraiment dit comme ça parce que j'imagine qu'en temps de guerre, il faut aussi réfléchir de manière très froide. Et ils ont tous la particularité de savoir parler allemand et de savoir parler français et de pouvoir, selon les cas et la couverture qu'ils vont avoir, se faire passer pour un Français ou se faire passer pour un Allemand. C'est un roman, alors il n'y a pas vraiment de double temporalité, mais on sait que une cinquantaine d'années plus tard, on va se rendre compte qu'on pensait que l'une de ces personnes n'était jamais revenue et était morte. Et apparemment, ce ne serait pas le cas, et donc on va chercher à savoir la vérité. C'est un roman intéressant. Clairement, ce qu'on peut dire dessus, c'est qu'il est assez haletant, il est addictif, on tourne les pages, on a envie de savoir la suite. On s'attache à cette bande de 5 jeunes,
bien qu'il n'ait pas beaucoup d'interactions tous ensemble, puisque finalement chacun a son rôle, ils ne sont pas censés se croiser ou se mélanger. Ils communiquent par boîte postale, par boîte postale, messages codés, ils ont des noms de code, ils ne connaissent pas leur vrai nom, ils ne connaissent pas leur nom de couverture. Mais malgré tout, j'ai trouvé qu'on ressentait l'attachement qu'ils avaient les uns envers les autres et on s'attache à eux quand même. Le gros point noir de ce roman pour moi, c'est son manque complet de réalisme. Et quand je lis un récit historique, j'ai envie quand même d'apprendre des choses réelles, et j'ai envie d'y croire en fait. Et là, c'était pas du tout le cas. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de grosses facilités dans le roman qui m'ont un peu gâché la lecture. Je l'ai lu en lecture commune et les autres ont adoré, ont trouvé que c'était vraiment génial, et même si elles ont remarqué ça, elles ont réussi à passer outre, et ça n'a pas été mon cas. Pour vous donner un exemple, j'ai vraiment l'impression que les personnages donc arrivent, leur but c'est de récolter des informations, donc chacun va être à peu près posté de manière à être dans l'entourage de certains hauts dignitaires nazis, et les infos leur tombent dans la bouche, mais comme ça quoi, vraiment on a l'impression qu'ils font rien, ils sont juste là au bon moment, au bon endroit, et ils récoltent les informations, et j'ai vraiment du mal à imaginer ces nazis très haut placés, avec des grosses responsabilités, parler de manière totalement ouverte de leurs projets de bombardement, de sabotage, de ce qu'ils ont prévu bientôt pour contrer les Alliés, devant quelqu'un qu'ils connaissent depuis quelques jours ou quelques semaines, juste parce que la personne est aussi allemande. Enfin, je suis sûre que la plupart étaient très paranoïaques, qu'il y avait une sécurité hyper importante, et c'est sûr qu'il y a eu des espions, mais là, c'était beaucoup trop facile. Et on a vraiment l'impression que ouais, tout marche à merveille, tout se déroule sans accroc. Dès qu'ils ont un ennemi ou quelqu'un qui fouine d'un peu trop près, la personne est éliminée. Donc ça tombe hyper bien. Les dignitaires nazis, finalement, on leur trouve tous un petit bon côté. Ça, c'est l'autre chose qui m'a déplu. J'aurais aimé peut-être, c'est bizarre à dire, mais des personnages un peu plus manichéens. On parle de nazis qui sont très haut placés, qui ont fait des choses mauvaises, qui sont au courant des choses mauvaises, qui sont en train de se passer, mais elle leur a donné énormément d'humanité. Et alors, je suis pas contre dans le sens où je veux bien avoir des personnages qui ont des contradictions, mais là, d'un coup, c'est tous des agneaux, et ça m'a un peu déçue. Donc, ça reste un roman qui se lit bien, qui se lit vite, mais pas forcément que je conseillerais, parce que pour moi, voilà, ce manque de cohérence, ce côté un peu trop plat, un peu trop facile, ça gâche tout ce qui aurait dû faire un roman historique palpitant. Ensuite, j'ai lu Les Chants d'amour de Wood Place de Honoré Fannon Jeffers, qui a été publié aux éditions Les Escales. Alors j'ai un peu honte parce que c'est un roman que j'avais reçu pour la masse critique de Babelio, la première masse critique de l'année, enfin de la rentrée, donc de septembre, et je l'avais jusqu'à début novembre pour le lire. Et en fait, j'ai lu une bonne partie en octobre, et c'était un roman trop dur pour moi, et ça couplé au fait que j'avais du mal à lire, j'ai écrit une critique, comme le demande Babelio, sur la première partie du roman, sur mes impressions, mais j'ai mis quand même plus de 2 mois et demi à le finir. Alors c'est un très bon roman, et dans d'autres circonstances, peut-être que ça aurait été un coup de cœur ou une de mes meilleures lectures de l'année, mais voilà, je pense que j'étais pas complètement dans le mood. De quoi ça parle? Donc, dans ce roman, on va suivre une jeune femme noire qui s'appelle Hailey, et qui passe tous ses étés à Chickasetta, qui est une petite ville en Géorgie, qui est le berceau de sa famille. Et on va suivre à la fois son histoire familiale à elle, et en même temps l'histoire de ses ancêtres, de manière parfois très éloignée. Donc on va revenir au temps où son domaine faisait partie des territoires indiens et Creeks. On va voir comment les terres ont été spoilées. On va suivre la façon dont ses ancêtres ont été esclaves, tout ce qui leur est arrivé d'horrible. Et c'est un récit qui est vraiment très dur, je trouve, à lire. Il y a des passages très difficiles, pas forcément que sur le côté esclavagisme, parce que ça, limite, j'ai trouvé que c'était raconté de manière un peu soft, mais il y a un personnage du passé dans ce roman qui est un des pires personnages, je pense, que j'ai rencontré dans un roman,
qui est foncièrement mauvais, qu'il n'y a pas une seule once de bonté ou de bon en lui. C'est vraiment un personnage complètement noir qui, pour ne rien changer, pour ne rien arranger, est pédophile. Et on a quand même beaucoup de moments où ça parle de ça, de sa manière d'être obsédé par les petites jeunes filles qu'il choisit, avec qui il va avoir des rapports, qu'il va mettre enceinte, qui vont parfois mourir sous ses actions. Et c'était vraiment très dur de lire ces moments-là. Autant j'aimais beaucoup lire le passé de la famille de Hailey, voir comment elle s'est construite, comment les relations se sont faites, mais dès qu'on a abordé ces passages-là, j'avais besoin de m'arrêter. Ce qui fait que j'ai eu beaucoup de mal à lire ce roman en grosse traite. En fait, souvent, je lisais 30-40 pages par jour maximum et je m'arrêtais et j'avais pas envie de lire la suite. Ceci dit, c'est hyper bien écrit. Hailey, c'est un personnage très attachant. Elle est assez paumée parce qu'il va quand même lui arriver des drames dans sa vie et dans la sphère familiale. Et j'ai trouvé que c'était vraiment un personnage très attachant. On avait l'impression de rencontrer une amie, on comprenait ses contradictions, ses doutes, ses joies, ses peines. Et j'ai beaucoup aimé son cheminement et son évolution tout au long du roman. Donc c'est vraiment un roman, si vous êtes intéressé par la ségrégation en Amérique, si vous êtes intéressé par l'époque de l'esclavagisme, si vous êtes intéressé par voilà, tout ce qui a fait la petite histoire dans la grande, donc tout ce qui concerne l'histoire de l'Amérique de manière générale, c'est un roman ultra dense mais ultra fascinant. Il y a beaucoup de pistes de réflexion autour de la ségrégation et du racisme qui sont vraiment éclairantes. Moi j'ai beaucoup aimé ça. Et ça reste un roman que je vous recommande. Je trouve que j'en parle pas très bien parce que voilà, il est tellement dense, il faisait 900 pages, écrit pas très petit, c'est quand même un beau roman. Donc voilà, très dense, qui aborde plein de thèmes, mais je pense qu'il est fascinant en fait. Il faut juste être préparé à ce que ce soit dur à lire. Ensuite, encore un roman que j'avais reçu par Babelio, et là je pense que je vais être complètement blacklistée, c'est Parcourir la Terre disparue de Erin Swan, publié aux éditions Gallmeister. Ça pareil, je l'ai reçu pour une masse critique. Dans les masses critiques, on a un mois pour en faire la chronique, mais j'arrivais pas du tout à rentrer dedans. Comme dit, j'étais pas dans une bonne période pour la lecture, pour ça, et j'avais pas envie de lui mettre une mauvaise note, juste parce que j'étais pas dans un bon mood, donc j'ai pas réussi à le lire dans les temps. Et j'ai vraiment traîné. Et je pense que voilà, ça passera pas auprès de Babelio, ce que je comprends tout à fait parce que j'avais un engagement que je n'ai pas respecté. Ceci dit, j'ai enfin réussi à le lire en janvier. Et comme quoi, quand on est dans un bon mood ou quand on est dans le bon, dans la bonne disposition, ça passe très bien. Je l'ai lu en 9 jours, ce qui pour moi actuellement c'est vraiment très bien. Et ça va être un roman qui est à la fois une fresque familiale, de manière assez grossière, à la fois une sorte de dystopie post-apocalyptique et futuriste, et en même temps un plaidoyer écologique. Donc c'est quand même beaucoup d'ambition dans ce roman, qui est en plus un premier roman. En fait, on va suivre plusieurs étapes, on est dans plusieurs temporalités. Dans chaque temporalité, on va suivre un personnage, et après, en fait, on va découvrir ses ancêtres ou ses descendants, selon quel personnage. Les personnages sur lesquels on va le plus s'attarder, ça va être d'abord une adolescente dans les années 75 qui est mutique, qui est enceinte, et on essaie de trouver qu'est-ce qui lui est arrivé, pourquoi est-ce qu'elle ne parle pas, pourquoi est-ce qu'elle est obsédée par un homme dans le désert qui viendrait vers elle. Et elle va donner naissance à un petit garçon. On va suivre ce petit garçon à l'âge adulte. C'est un ingénieur et il est vraiment très préoccupé par les catastrophes climatiques qui s'enchaînent en Amérique, donc les ouragans, les tsunamis, les inondations. Et en même temps, on va suivre Moon, qui est une jeune femme qui vit sur Mars en 2073 et qui se demande d'où elle vient, pourquoi elle est là, quelle est sa raison d'être en fait. Et petit à petit, même si on a du mal à comprendre le lien entre tous ces personnages au début, tout va finir par la lumière se fait,
et tout prend tout son sens et ça devient logique. C'est un roman qui est très bien écrit, il y a un côté très poétique dans la façon d'écrire. Il est bien écrit parce qu'il est aussi glaçant, même si je pense qu'elle a été un peu, elle a été très très pessimiste sur le futur. On ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver ou qui sont déjà en train d'arriver, notamment les grosses catastrophes climatiques, et ça fait vraiment peur de voir comment est-ce qu'en tant qu'humain on a les capacités vraiment de s'adapter. Est-ce qu'on va réussir à faire ça? Est-ce que les gouvernements vont être en mesure de nous aider et de gérer tout ça? Et qu'est-ce qu'on fait si jamais la Terre devient un endroit complètement inhabitable en fait? Parce que là c'est la question dans ce roman. Alors elle se concentre vraiment uniquement sur l'Amérique, mais dans ce roman l'Amérique commence à être inondée petit à petit, donc tous les territoires des côtes disparaissent, la Floride disparaît, New York disparaît, etc. petit à petit, et les gens sont obligés de refluer à l'intérieur des terres. Il y a de plus en plus d'anarchie, de mini-communautés qui se mettent en place et qui essayent de survivre. Donc toute cette partie-là était super intéressante. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que voilà, tout faisait sens à la fin. Ceci dit, ce que je reprocherais un peu, c'est que pour un roman qui verse dans la science-fiction, le côté science n'est pas assez important. C'est-à-dire qu'elle nous présente des faits, mais si on creuse un peu, c'est pas possible que ça arrive. Et je trouve que dans la science-fiction, il faut quand même avoir une base scientifique un minimum forte. Notamment là, on se retrouve donc avec un gouvernement américain qui a failli, la moitié de l'Amérique engloutie, plein de technologies qui ne marchent plus, les gens bien sûr n'ont plus internet, n'ont plus des fois le téléphone, des fois ils n'ont plus l'électricité, ils vivent vraiment de manière très très rustique, et malgré tout l'Amérique arrive à envoyer une fusée sur Mars pour repeupler, pour créer un programme de nouvelle natalité et pour voir si on peut vivre sur Mars. J'ai trouvé que c'était pas logique en fait, avec quel argent, avec quelle capacité scientifique, puisque tout disparaît, ça tenait pas debout. Après voilà, c'était pas son propos, je pense que son but c'était plutôt de nous montrer ce qu'une filiation, comment certains éléments de personnalité, comment certains atavismes se propagent ou se transmettent de génération en génération. On retrouve certaines problématiques, certaines anxiétés qui reviennent à chaque génération dans cette famille-là. Et je pense que c'est vraiment ça qu'elle voulait nous montrer en premier, ça et les catastrophes écologiques. Et que pour elle, comment est-ce qu'ils arrivent à faire ça d'un point de vue scientifique et précis, technique, c'était pas le plus important, mais moi, ça m'a un peu gênée. Pareil, le fait que ça se concentre uniquement sur l'Amérique, donc je me posais un peu des questions, on peut se demander qu'est-ce qui se passe dans le reste du monde, mais bon, soit. Donc c'était un bon roman, mais voilà, cette partie-là a fait que pour moi, ça fait quand même pencher la balance du côté d'une note moyenne, alors que sinon ça aurait pu être une très bonne lecture. Ceci dit, je trouve que c'est un roman assez audacieux et qui colle très bien à la ligne éditoriale de Gallmeister, qui propose souvent des choses qui bousculent un peu, soit des romans très très noirs, soit des romans qui nous mettent face à nos futures angoisses. Donc ça reste un bon roman. En parallèle de ces romans, j'ai donc lu un roman audio, et c'était le tome 3 de la série Les Détectives du Yorkshire. Donc c'était Rendez-vous avec le mystère de Julia Chapman. C'est publié aux éditions La Bête Noire, collection La Bête Noire aux éditions Robert Laffont. Et je l'ai lu en lecture commune avec Sybille du compte Sunset Avenue. Elle en a déjà parlé dans ses vlogs lecture, donc je vous invite à aller les voir pour avoir son avis à elle. J'ai pas encore les tomes, j'ai prévu d'acheter le double tome 3 et 4, mais là, comme j'avais pas pu encore aller en librairie et que la lecture commune allait commencer, je me suis rendu compte qu'elle était disponible en audio, et l'audio est vraiment très très chouette. Franchement, je vous le recommande. J'ai trouvé que la personne qui faisait les voix les faisait hyper bien, qu'on était hyper bien plongé dans l'histoire. Vraiment, elle prend des tons différents pour les différents personnages et ça rend très très bien. Donc dans cette histoire, on va retrouver Samson et Delilah.
dans leur petit village de Bruncliffe, et cette fois-ci ils sont missionnés par le notaire du village pour retrouver le certificat de décès d'une personne qui est censée être morte il y a 20 ans, mais impossible de trouver son certificat de décès, impossible de trouver trace de sa mort dans les journaux ou quoi que ce soit. Tout le monde sait qu'elle est morte, mais personne n'a été à l'enterrement, personne n'a vu de petits filets dans le journal pour l'annoncer. Donc voilà, il y a beaucoup de mystères autour de ça. Et puis à côté, on continue de suivre la vie personnelle de Samson, qui est poursuivi un peu par ses démons londoniens, et la vie personnelle de Delilah, notamment avec tout ce qui se passe autour de son chien Calimero, qui est un peu en danger. Je ne vais pas en dire plus pour pas spoiler, mais c'était un très bon tome. Je trouve que vraiment cette saga est excellente, et pour moi c'est vraiment la définition du cozy mystery. Elle a vraiment, Julia Chapman, tous les codes. Elle les maîtrise à la perfection. On est dans cette ambiance, vraiment on se croit dans ce village. Elle explique à chaque fois dans quelle rue il passe, devant quel magasin il passe, et on arrive vraiment à avoir une cartographie dans notre tête du village, de comment ça se passe, de comment sont les habitants. C'est très vivant dans son écriture. Et donc ça, j'aime vraiment beaucoup. Les personnages sont très chouettes. Beaucoup de failles, hein. Ils ont beaucoup de défauts, mais des défauts qui les rendent attachants. Par exemple, Delilah, je trouve qu'elle est elle a quand même assez mauvais caractère. Elle se fâche facilement, elle se vexe facilement, mais ça reste quand même un super personnage et on l'apprécie beaucoup. Et l'enquête aussi était super. Alors ça, c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas, puisque là, en fait, on n'a pas de cadavre à proprement parler. On ne cherche pas à savoir qui a tué ce personnage. On cherche à retrouver son certificat de décès, globalement. Et elle arrive à rendre l'histoire hyper intéressante. J'étais accrochée tout le long. Je me faisais des théories, j'imaginais plein de choses. Bon, effectivement, il y avait des petites choses que j'avais devinées qui étaient, on va dire, un peu évidentes, ou enfin qui se trouvaient facilement. Mais il y avait aussi plein de choses que j'avais pas du tout imaginées. J'ai trouvé que c'était hyper bien mené du début jusqu'à la fin. Il y avait des rebondissements. Il y avait de l'émotion aussi, donc vraiment un roman mené d'une main de maître. Ça va devenir une de mes sagas de cozy mystery préférées, et on a déjà prévu avec Sybille de lire le tome 4, sans doute vers mars-avril, comme ça on essaie de coller aux saisons puisque celui-là se passait en février. Le seul petit point négatif, mais c'est vraiment parce que je chipote un peu, c'est que je trouve qu'il y a quelques longueurs parfois où elle se répète un peu dans certaines situations, notamment. Comme je vous disais, Delilah, elle a des petits soucis avec son chien, et jusqu'à ce que ce problème-là soit résolu, elle va vraiment beaucoup en parler en réutilisant pas quasiment les mêmes phrases, la même façon de le raconter, en expliquant les peurs de Delilah de la même manière encore et encore. Et j'ai trouvé qu'elle aurait pu se faire un peu, nous épargner ça et être un peu plus light sur cette partie. Pareil, elle aime beaucoup utiliser l'expression braque de Weimar pour parler de Calimero, c'est sa race canine. Et je pense que des fois, j'aurais préféré juste lire le chien ou Calimero plutôt que lire tout le temps le braque de Weimar. Parce que comme c'est pas une expression attendue ou très fréquente, ça saute aux yeux quand elle l'utilise. Et je pense qu'elle l'utilise une centaine de fois dans le roman. Et à la fin, ça me sortait un peu par les narines, mais bon. C'est vraiment un tout petit défaut. Franchement, ça reste une saga super. On va finir avec le dernier roman que j'ai lu, et il s'agit de Steam Sailors. Alors là, vous avez l'intégrale pareil chez Gulfstream. Steam Sailors, c'est écrit par Elias Green. C'est une autrice française, donc ça fait plaisir. Et c'est une saga de fantasy steampunk de piraterie. Là, dans l'intégrale, il y a une petite nouvelle qui est un préquel qui va raconter comment les personnages se sont rencontrés. Et donc celle-là, je l'ai lu, et j'ai lu le premier tome, j'ai pas tout lu. C'est assez court, hein. La nouvelle, elle faisait peut-être une 50aine de pages, et le premier tome, il fait quelque chose comme 250 pages. Donc, je vais passer sur la nouvelle, donc, comme je vous disais, ça parle juste de comment les personnages se rencontrent. Et je vais me focaliser sur le premier tome. Donc dans le premier tome, on va suivre Prudence, qui est une jeune fille qui vit dans le bas monde. En fait, suite à un événement qui s'appelle la Grande Fracture, donc on a le haut monde et le bas monde,
Et le bas monde, c'est un monde qui est victime d'assez d'obscurantisme, qui avait vécu de grandes avancées scientifiques et technologiques, notamment grâce aux alchimistes, qui étaient une catégorie de personnes ben voilà, très très douées sur le plan scientifique et sur le plan magique, qui ont amené énormément d'améliorations à la vie des habitants. Et en fait, les industriels se sont rebellés contre eux, les alchimistes ont disparu et depuis, ben, le monde ne peut plus profiter de leur technologie et on est vraiment revenu en arrière. Et Prudence, donc c'est une jeune fille orpheline qui vit dans le bas monde, qui n'a pas eu une vie facile, elle a 16-17 ans et en fait elle est guérisseuse parce que elle aurait voulu être médecin mais elle n'est pas bien considérée, donc elle n'a pas eu la place de médecin et elle a la particularité d'avoir des dons de prémonition. Elle fait parfois des rêves prémonitoires mais elle n'en parle pas parce que le fait d'avoir ces visions-là, cette magie, ça fait d'elle une irrégulière et depuis que les alchimistes n'existent plus, les irréguliers sont très très mal vus et donc pour pas risquer d'être emprisonnée ou pire, elle cache complètement cette partie de sa nature. Et un jour, elle va se faire enlever par des pirates. Les pirates l'emmènent sur leur vaisseau qui s'appelle l'Héliotrope. Et au début, elle a très très peur, forcément, elle pense qu'elle va mourir et qu'ils vont la tuer. Finalement, ils la gardent en otage et comme leur médecin de bord n'est plus là, elle va devoir jouer ce rôle-là et donc elle va être un peu la guérisseuse du bateau. Et ce faisant, elle va petit à petit s'attacher à cette bande de pirates qui ont tous une histoire assez particulière, qui ont tous un vécu assez fort et qui sont très très proches les uns des autres. C'est pas juste des collègues, c'est pas juste une bande de pirates, c'est vraiment une famille. Donc on a un trope found family qui est très très fort. Et ils vont lui révéler qu'ils sont sur la piste des alchimistes et notamment de leur cité, puisqu'il y a des légendes qui disent que les alchimistes avaient prévu qu'ils allaient se faire renverser, qu'ils ont créé une cité secrète et ils ont déposé là tous leurs trésors. Et ces pirates sont donc sur la quête, dans la quête de ce trésor. C'était très très chouette. Franchement, c'était une très bonne aventure. Premier très bon point, l'écriture. J'ai trouvé que pour quelque chose qui s'apparente plus à une saga jeunesse ou young adult, on a une écriture qui n'est pas du tout simpliste, qui est même parfois un peu soutenue. Alors rien de compliqué à lire, hein, c'est pas Zola ou un auteur classique, mais elle ne fait pas des phrases hyper bateau, c'est un peu recherché et c'est super agréable à lire. Donc déjà, ça, très bon point. Ensuite, les personnages sont très chouettes. Ils ont chacun leur caractère, on apprend à les découvrir petit à petit, parfois on les apprécie pas trop au début, et puis finalement notre avis change complètement au fur et à mesure. Prudence, c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé parce que j'ai trouvé que elle était typique de ce personnage de jeune fille qui a été un peu ostracisée, un peu mise de côté et qui va finalement se révéler de plus en plus quand on lui donne la possibilité d'être elle-même et de croire en elle. Donc ça, c'était vraiment très chouette. Et en plus, on a cette histoire de quête de trésor, je trouve plus le mot, mais enfin voilà, de recherche de trésors qui est hyper passionnante, où en fait, ils amassent les indices qui les amènent à une prochaine étape, où il faut retrouver d'autres indices. Et c'est vraiment une sorte de jeu à énigmes, ils sont vraiment sur une piste, et on voit les choses se mettre en place petit à petit, et j'ai trouvé ça très très chouette. Il y a de l'action, mais c'est pas non plus quelque chose de majeur dans le roman, je dirais. Je trouve que c'est plus concentré sur les interactions des personnages. Peut-être que ça peut paraître un peu lent pour certains, mais moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Il y a des rebondissements, il y a de l'humour, il y a des personnages attachants, c'est bien écrit. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Ça n'a pas été un coup de cœur, je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais ça a été vraiment une très très bonne lecture. Et d'ailleurs, je l'ai lu moitié en roman et moitié en audio parce qu'il est quand même assez gros. Et pareil, les 3 tomes sont disponibles sur Nextory. Donc j'alternais un peu les deux. Je suis quand même beaucoup plus rapide quand je lis que quand j'écoute. Mais là, par contre, pareil, la narratrice est vraiment top. Elle prend des voix différentes pour chacun des pirates. Et maintenant, j'ai vraiment leur voix dans la tête quand je le lis. Et j'ai trouvé qu'elle avait vraiment donné vie au personnage de manière très crédible. Donc pour moi, les deux sont aussi bien l'un que l'autre, que vous souhaitiez le lire ou l'écouter. Dans les deux cas, ça en vaut la peine.
Voilà, je vous ai tout présenté pour janvier. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous les avez lus ou s'il y a des romans qui vous ont attiré dans cette sélection. Et on se retrouve bientôt. Salut!